Et donc, on va élever nos esprits vers Dieu, notre Père, l'intelligence suprême, cause première de toute chose, et vers tous ces bons esprits, ces guides spirituels qui sont ici à notre disposition pour nous aider à partir du moment où nous montrons la bonne volonté, c'est-à-dire l'élévation de pensée, le travail, l'étude, le travail de réforme morale, le travail aussi d'aide aux prochains qui leur permet ou nous permet plutôt de se rapprocher de eux, de se mettre en syntonie avec eux, pour que nous puissions percevoir leur inspiration par l'intuition, par l'inspiration, par la médiumnité, et ainsi faire beaucoup plus que ce que nous aurions pu faire sans eux. Et donc, nous remercions aujourd'hui pour cette possibilité d'être ici réunis pour étudier un aspect supplémentaire des fondements de la philosophie spirit, notamment quelle est la méthodologie qu'a utilisée Allan Kardec dans ses recherches, dans son travail, dans ses écrits, et que cela puisse nous être utile, nous servir dans notre travail personnel d'études et de réforme morale. Voilà. Donc, on est toujours dans l'introduction à l'étude du spiritisme. C'est l'avant-dernière leçon là, sur ce sujet, la 6e. Et donc, on verra la méthodologie, on verra aujourd'hui la méthodologie et les critères utilisés dans la codification spirit. Et le dernier, ce sera les livres de base. En gros, on fera un petit résumé des 5 livres que Kardec a écrits et on verra comment ils sont structurés, quel est leur contenu. Voilà. Et puis donc, à partir de fin février, on démarrera le 2e module donc, qui parlera de Dieu, la divinité. Alors, en ce qui concerne la méthodologie utilisée par Hippolyte Rivail, en l'occurrence, et ensuite Allan Kardec dans la codification spirit. Alors, pourquoi on dit codification? C'est codification ou compilation ou l'élaboration des livres, en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est prendre tous les phénomènes qui se produisaient un peu partout et puis essayer de les rassembler, de les classer, de mettre ça dans un ordre logique pour en sortir les livres. Le mot codification, en fait, vient de là. Et on dit que Allan Kardec, c'est un codificateur du spiritisme plutôt que de dire un fondateur, parce que fondateur, ce serait faux, puisqu'il y avait les spiritualistes modernes qui avaient commencé un peu avant lui, aux États-Unis, à Hightsville, comme on l'avait vu. Et puis par ailleurs, fondateur, ça pourrait laisser penser aussi que les idées viennent de lui, alors qu'en fait, non, les idées viennent des esprits. Les réponses qui sont données aux questions qui ont été posées, ces réponses ont été données par les esprits, dans le livre des esprits. Donc, ce ne sont pas les idées personnelles de Kardec, ce sont les esprits qui sont venus apporter ces idées. Kardec, lui, il a fait que les étudier, les classer, les codifier, comme on dit, les transformer en langage humain. C'est toujours là qu'on trouve la difficulté. Quand vous voyez des expérienceurs d'EMI, ils ont du mal à transformer leur témoignage en langage humain parce qu'ils disent « j'ai pas les mots pour exprimer ce que j'ai vu, etc. » Bonjour. Bonjour, Géraud. Et donc là, c'est un peu la même chose. Donc, toute cette philosophie que les esprits ont apportée par l'intermédiaire de plusieurs médiums à plusieurs endroits, etc., il fallait bien la traduire dans un langage humain simple et clair. Et c'est donc aussi ce travail-là que Allan Kardec a réalisé. Donc, aujourd'hui, on verra qu'au niveau de la méthodologie que Kardec a employée, c'est ce qu'on appelle la méthode expérimentale ou la méthode cartésienne ou la méthode scientifique. Il a donc pris le meilleur de la science, qui est justement cette méthode, mais il n'a pas pris le paradigme matérialiste de cette science. C'est-à-dire qu'il a utilisé la même méthode, mais pour étudier des questions qui étaient jusqu'à l'époque réservées aux religions. Donc, c'est les questions de Dieu, d'esprit, comme on l'a vu dans le résumé de la philosophie spirit
il y a 1 ou 2 semaines. Voilà. Et le deuxième grand critère qui est important dans son travail, c'est la généralité et la concordance, hein, ou en d'autres termes, l'universalité de l'enseignement des esprits, qu'il a toujours utilisé comme critère de garantie dans l'enseignement des esprits, hein, puisque les esprits n'étant autres, pour la plupart d'entre eux, que les âmes humaines qui se sont désincarnées, ben, leur connaissance, elle est limitée à la connaissance qu'avaient ces mêmes âmes lorsqu'elles étaient incarnées, hein. Et donc, ben, vous pouvez avoir des esprits qui vous donnent des réponses qui correspondent à ce qu'eux, ils pensent personnellement, entre guillemets, et qui peut être faux. Et donc, si on ne peut pas, comment dire, établir une théorie sur la base des communications d'un seul esprit. Alors, vous avez un certain nombre d'ouvrages, d'ailleurs, qui ont été faits dans ce sens, hein. Donc, des gens qui ont reçu des communications d'un esprit, qui leur a donné toute une théorie, qu'ils ont donc consignée dans des livres. Ou alors, vous avez d'autres personnes toujours souvent bien intentionnées, si vous voulez, hein, et qui, là aussi, ont dit ce qu'ils pensaient d'un certain nombre de choses, mais ça n'a pas la même valeur, hein, ça a la valeur d'une opinion personnelle. Donc, si c'est quelqu'un de très compétent, effectivement, ça aura quand même l'opinion de quelqu'un de très compétent sera valable, mais ça n'a pas la même valeur qu'une universalité de l'enseignement des esprits. C'est-à-dire quand plusieurs esprits donnent la même chose de façon indépendante en plusieurs endroits différents par l'intermédiaire de plusieurs médiums, ça donnera forcément beaucoup plus de force à l'enseignement qui est transmis, hein. C'est-à-dire, dans les réunions médiumniques, souvent, ben, on recherche les croisements, on recherche les confirmations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand quelqu'un reçoit quelque chose, un médium reçoit quelque chose, et puis que l'autre médium, de façon indépendante, il a reçu quelque chose de similaire ou presque la même chose, il y aura... c'est ça qui permet d'avoir plus d'assurance, entre guillemets, que ce qui a été reçu, c'est vraiment authentique. D'accord? Voilà, donc c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Et donc, Kardec explique beaucoup la manière dont il a fait le travail, comment est-ce qu'il a procédé dans le premier chapitre de la Genèse, hein. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre La Genèse d'Alain Kardec, mais le premier chapitre qui s'appelle Caractère de la révélation spirite, je l'ai déjà lu, je ne sais pas, au moins une vingtaine de fois, mais chaque fois que je le relis, je découvre encore des choses dedans, tellement c'est dense, tellement c'est riche, quoi. C'est vraiment un monument, hein, de ce que Kardec a écrit. Et donc là, il nous dit que le spiritisme et la science se complètent l'un par l'autre. La science sans le spiritisme se trouve dans l'impuissance d'expliquer certains phénomènes par les seules lois de la matière. Le spiritisme sans la science manquerait d'appui et de contrôle. Donc, la première affirmation, ben, c'est la science, encore aujourd'hui d'ailleurs, son domaine d'étude, c'est la matière, hein. La science, trop rarement, malheureusement, entre dans l'étude des phénomènes spirituels, hein. Elle part toujours encore d'un dogme, je dis bien le mot dogme, matérialiste, hein, qu'il n'y existe rien en dehors de la matière, que tout ce qui est en dehors de la matière, chacun croit ce qu'il veut, ça n'a pas de réalité ontologique, c'est du domaine des religions, voilà, c'est hop, ils évacuent toutes ces questions comme ça. Et Kardec, non. Kardec, comme on l'a dit, eh ben, il a utilisé dans la deuxième partie de la phrase, hein, le spiritisme sans la science manquerait d'appui et de contrôle, ou en d'autres termes, manquerait de méthode. Et donc, c'est là la grande nouveauté qui est quand même inédite et qui encore aujourd'hui est remarquable, hein. Et donc, il a utilisé la méthode cartésienne, hein, ou la méthode positive, le positivisme qui avait développé cette méthode, donc pour étudier les questions, les phénomènes médiumniques, le mouvement des tables, toute cette phénoménologie qu'on a vue dans un des cours précédents. Il les a étudiés avec la méthode scientifique. Donc, c'est là qu'on voit qu'en fait,
On dit le spiritisme, est-ce que c'est une science? Beaucoup de gens disent oui, c'est une science. Ben, oui et non, toujours pareil. Hein. Si on considère la science comme étant associée au paradigme matérialiste, ben, le spiritisme, ce n'est pas une science. Le spiritisme utilise la méthodologie scientifique pour étudier les phénomènes spiritualistes, les phénomènes de l'esprit. D'accord? Voilà. Alors Kardec continue, il insiste en disant, comme moyen d'élaboration, le spiritisme procède exactement de la même manière que les sciences positives, c'est-à-dire qu'il applique la méthode expérimentale. Donc là, on voit les sciences positives. Positive vient du positivisme, hein, c'est ce mouvement qu'avait inauguré Auguste Comte avec le mouvement positiviste de la science. Donc, que Kardec a connu, hein, c'était un contemporain de Kardec, je crois qu'il est mort en 1857, Auguste Comte. Donc, voilà, c'était, je dirais, les critères de méthodologie scientifique étaient bien établis par Auguste Comte à l'époque. Ces critères ont un peu évolué depuis, hein, vous avez surtout au XXe siècle, les étudiants qui étudient l'épistémologie connaissent bien, hein, Karl Popper, Imre Lakatos, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend et d'autres, hein, qui sont donc des scientifiques qui ont étudié plus en détail la méthodologie de la science. Qu'est-ce que c'est que la science? Comment est-ce que la science fonctionne? Quels sont les critères qui donnent une validité à ce que dit et affirme la science? Et donc, l'épistémologie s'est développée surtout au XXe siècle. Hein. Au XIXe siècle, ben, c'était le positivisme. Il y avait Descartes aussi un peu avant, hein, qui donnait ces critères de base. Et quand on regarde hein, une analyse qui a été faite par justement un professeur d'épistémologie brésilien de l'université de Campinas, hein, qui s'appelle Silvio Chibeni, ben, il a étudié la manière dont Kardec procédait et puis toutes les affirmations et les écrits de Kardec. Il a même déterminé que Kardec avait même assez largement anticipé des critères méthodologiques qui ne sont venus qu'après. Par exemple, un critère que les positivistes n'avaient pas, c'était de dire, bon, ben voilà, on a découvert, c'est ça, c'est gravé dans le marbre, ça ne bouge plus. Alors que Kardec, lui, il a dit, dans le spiritisme, ce n'est pas gravé dans le marbre. Hein. Si la science vient un jour et démontre, ou il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ou démontre que le spiritisme est faux dans quelque chose, que le spiritisme va se corriger et suivre la logique et la raison donc, de la méthode scientifique. C'est-à-dire qu'il avait déjà donné au spiritisme ce qu'on appelle le caractère évolutif. Et dans la science, ça c'est venu justement qu'au XXe siècle, hein, avec le critère de falsifiabilité. C'est un mot un peu compliqué, mais en gros, c'est une théorie scientifique n'est valable que jusqu'au jour où quelqu'un démontre que c'est faux ou trouve quelque chose d'autre qui contredit ou qui complète ce qui était valable avant. Donc, vous voyez, là, sur ce point-là en particulier, Kardec avait 50 ans d'avance sur l'épistémologie, par exemple. Hein. Ces articles ont été traduits hein, en français, donc si vous voulez rentrer plus dans le détail, vous pourrez, je pense, assez facilement les rechercher sur Internet. On l'a d'ailleurs, me semble-t-il, sur l'encyclopédie Spirit. Voilà, donc il applique la méthode expérimentale. Il n'établit aucune théorie préconçue. Ainsi, il n'a posé comme hypothèse ni l'existence et l'intervention des esprits, ni le Père-Esprit, ni la réincarnation, ni aucun des principes de la doctrine. Il a conclu à l'existence des esprits lorsque cette existence est ressortie avec évidence de l'observation des faits et ainsi donc de même des autres principes, hein, comme le Père-Esprit, la réincarnation. Ce n'était pas des hypothèses qu'il avait a priori quand il a commencé les études. Il a observé les phénomènes, écouté ce que les esprits disent et n'a conclu à ces hypothèses-là que après avoir observé après avoir observé les phénomènes, hein, l'observation des faits. Et là, on peut même dire que Kardec a pris des précautions supplémentaires par rapport à ce qui est admis aujourd'hui par la science, parce que aujourd'hui, la science permet justement de faire des hypothèses a priori, de dire, tiens, le boson de Higgs, par exemple, devrait exister d'après la théorie, mais on ne l'a pas encore observé. Et donc, cette hypothèse qui a été faite a priori a permis aux recherches, plus spécifiquement de rechercher ce boson qui a pu être réalisé quelques décennies plus tard.
Il y a un autre exemple qui est connu, c'est quand les scientifiques ont calculé les trajectoires des planètes du système solaire autour du Soleil. Ben, ils avaient vu que après Saturne, notamment la trajectoire d'Uranus, il y avait un certain nombre d'anomalies. Hein. Et donc, un scientifique, pour expliquer, je ne me souviens plus de son nom maintenant, pour expliquer cette anomalie, il avait dit ben, il y a certainement encore une autre planète un peu plus loin qu'on n'a pas encore observée. Voyez, donc, c'est là une hypothèse a priori qui est faite a priori. Et donc, ça a permis aux astronomes de chercher cette planète, et c'est comme ça qu'on a trouvé la planète Neptune, et un peu plus tard encore la planète Pluton. Donc, c'est ce que la science permet donc de faire des hypothèses a priori. Ben même ça, Kardec ne l'avait pas fait quand il a étudié le spiritisme. Il s'était refusé de faire des hypothèses a priori. Alors, c'est son droit, mais il faut savoir que la méthodologie scientifique aujourd'hui permet de le faire. Voilà. La seule garantie sérieuse de l'enseignement des esprits, nous dit Kardec, ça c'est dans l'Évangile selon le spiritisme, est dans la concordance qui existe entre les révélations faites spontanément par l'entremise d'un grand nombre de médiums étrangers les uns aux autres et dans diverses contrées. Donc là, vous voyez, il y a s'il écoutait que au début, quand il a écrit le livre des esprits, évidemment, il n'était pas connu, donc il avait travaillé qu'avec les éléments qu'il avait reçus de France, notamment de Paris même, puisqu'il n'était même pas connu en province, sauf peut-être exception. Il avait donc commencé son premier livre des esprits sur la base de ces informations-là. À partir du moment où le livre de première édition avec 501 questions-réponses s'est diffusé dans le monde, eh ben, vous avez plein de gens qui disent, tiens, ben, nous aussi, ça fait 5-10 ans qu'on fait des expériences et voilà ce qu'on a reçu à tel sujet, voilà ce qu'on a reçu à tel autre, etc. Voilà ce qu'on vient de recevoir aujourd'hui sur un sujet complémentaire. Et donc, par la correspondance, là, Kardec s'est trouvé naturellement, en quelque sorte, comme étant le centre donc, de toutes les informations qui venaient du monde entier. Il recevait des dizaines, voire même plus d'une centaine de lettres tous les jours de ses correspondants en France ou à l'étranger. Et c'est pour ça que dans la révision du livre des esprits qui a eu lieu en 1860, ainsi que dans les livres suivants, le livre des médiums ou l'évangile selon le spiritisme qu'on voit ici, eh ben, vous verrez qu'il y a des communications qui viennent d'Autriche, d'Allemagne, de Bordeaux, de Lyon, de différents autres lieux, donc de façon indépendante. Et ça lui a permis donc de voir que, tiens, ce que les esprits ont dit à Lyon et ce qu'ils ont dit à Karlsruhe en Allemagne, c'est la même chose, c'est concordant, et avec ce que j'ai moi aussi reçu à Paris. Voyez. Et donc, c'est ça qui donne plus de force à cet enseignement. Patrice? Fabrice. Hier, j'écoutais une émission du Centre Spirit Allan Kardec de Lyon, là, le CESLAC, et il disait, c'était sous une introduction au spiritisme, et il disait que Allan Kardec avait reçu, je crois, 50 000 messages des esprits. Et donc, il a dû rassembler tout ça, codifier tout ça, mais en gros, ça représente 50 000 messages différents, de différents endroits, de différents médiums, justement. Donc, ça représente quand même une masse colossale d'informations, de messages qu'il a fallu arranger, qu'il a fallu trier, qu'il a fallu comparer. Ouais. Alors, donc, le nombre me paraît un peu élevé. Oui. On n'a jamais vraiment eu de confirmation sur ce nombre exact. Il y a aussi une autre source, la biographie de Henri Sauce notamment, qui dit qu'il avait reçu 50 cahiers où donc les responsables des différents groupes à l'époque, Victorien Sardou, Tiedemann, Pleine Maison et autres, avaient noté les questions et les réponses qu'ils avaient posées depuis plusieurs années, avant même que Kardec ne les connaisse. Il avait reçu effectivement ces 50 cahiers. Maintenant, est-ce qu'il y a eu 50 000 messages? Je ne sais pas. Bon, il en a certainement eu beaucoup, surtout après, puisque ça, par contre, il le disait lui-même, il recevait plus d'une centaine de lettres tous les jours et du monde entier.
Donc, c'est vrai qu'avec le temps, effectivement, et quand on voit tous les documents originaux qu'on a trouvés récemment, ben, il y en a des milliers. Hein, et donc, on voit très bien toutes les communications qu'il recevait, et puis il les lisait, il faisait des annotations, il mettait, comme pour les copies de ses élèves, hein, mettait bien, très bien, très, très bien, assez bien. Et puis donc, il les classait dans des dossiers, hein, par thème. Donc, il avait un dossier Évangile selon le spiritisme dans lequel il mettait toutes les communications sur ce sujet-là. Il avait un dossier sur la Genèse et donc il utilisait le matériel qu'il avait reçu donc, de ces différentes sources pour écrire ses ouvrages. Et donc, on a trouvé un ou deux autres dossiers comme ça, notamment les prévisions. Hein. Apparemment, bon, il parle des prévisions dans la Genèse un peu, mais il prévoyait de faire encore un autre livre, un sixième, hein, qu'il n'a pas eu le temps de finir avant sa désincarnation. Et donc, ces dossiers-là ont été retrouvés et ils appartiennent aujourd'hui à une collection qui s'appelle alankardec.online, qui est à Sao Paulo, au Brésil. Voilà. D'accord, mais ça n'a pas été mis par écrit, quoi. Non, pas encore. Tu parles de 2000 documents, il faut les... Alors moi, j'ai des photos, hein, parce que j'ai réussi à les scanner avant qu'ils partent là-bas. Mais là, il y a un travail titanesque. Hein. Déjà, il faut les déchiffrer, puisque c'est en manuscrit. Il faut les taper, les corriger. C'est en portugais, je suppose. Non, 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 non. C'est des documents originaux de Kardec, donc c'est en D'accord, ah, français. d'accord. Oui, 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 c'est en français. C'est en français. Et pour les Portugais, le travail aussi, il faut qu'ils les traduisent. Et après, analyser, contextualiser, vérifier si c'est des choses qui ont déjà été publiées ou pas dans les livres ou dans la revue Spirit, etc. Donc, il y a un travail immense qui a été commencé, mais qui prendra probablement encore plusieurs années pour être conclu. Mais petit à petit, tous Et pourquoi ce ces... travail se fait? Pourquoi, si ce sont des documents appartenant à Kardec, pourquoi ce travail se fait au Brésil et non pas en France? Quand ces documents sont apparus, nous, on a un ami spirit qui est avocat, qui était avocat au barreau de Paris. Il a écrit au ministre de la Culture, parce que le gars qui les avait, ben, il voulait les vendre, hein, il voulait faire gagner c'est légitime, quoi. Et donc, on a écrit au ministre de la Culture, il n'y a pas eu de réponse. Et entre-temps, ben, le Brésilien a fait un accord avec lui, il a acheté tout le lot et hop, c'est parti au Brésil. Voilà comment ça s'est fait. C'était en 2018. Mais Ah oui, bon, c'est ça. heureusement, le gars, il est très ouvert. Hein, je le connais personnellement. Je l'ai rencontré en 2019 quand j'étais là-bas. Il sait que moi, bon, j'ai tout scanné avant qu'il parte. Hein, donc, et il est très, très transparent. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent collaborer à ce travail, ils collaborent aussi à comment dire, à l'initiative de l'Université fédérale de Juiz de Fora, donc qui a au Brésil, qui a monté une plateforme qui s'appelle Projeto Kardec, donc, qui est traduite maintenant aussi en français. Il faudrait que je regarde de temps en temps parce qu'il rajoute des choses, voir s'il pourrait éventuellement corriger les traductions. Donc, sur ce site-là, vous pouvez les prendre contact, vous inscrire en tant que bénévole si ça vous intéresse. Mais voilà, donc moi j'ai dû transcrire, je ne sais pas, 200 ou 300 documents, lettres et autres. C'est un peu de boulot, c'est sûr. Et puis quand on les relit, ben, il y a toujours des choses des trucs qu'on n'arrive pas à lire, hein, parce que c'est de l'écriture manuelle, ça a été écrit à la main à l'époque. Hein, et puis des fois les documents, ben, ils sont un peu tachés, il y a des morceaux qui sont déchirés, des mots qui manquent et tout. Enfin, c'est un travail titanesque. Mais bon, c'est très intéressant. Hein. Donc, j'ai déjà un tableau, par exemple, que j'ai fait où j'ai mis à peu près, comme ça, pour tous les documents, les milliers de documents qui ne sont pas encore traduits, à peu près de quoi ça parle et dans quel dossier ça se trouvait. Voilà. Donc, ça, c'est tout récent. Hein. Ce sont ces documents qui ont découvert en 2018, en plus de 700 documents qui ont été découverts au Brésil d'un autre chercheur brésilien qui s'appelait Canuto Abreu et qui avait récupéré ces documents en 1950 de Paul Lemarie, hein, le fils de Pierre Gaëtan, qui était déjà un peu en fin de vie puisqu'il est mort 1 ou 2 ans après. Et donc là, il y a 700 autres documents originaux. Ceux-là, je ne les ai pas encore tous vus parce que là, c'est encore un peu plus lent. Hein.
Et c'est 700 documents donc complémentaires par rapport à ces 2000 qui étaient partis, qui sont partis au Brésil, et par rapport à aussi une centaine de documents qu'on avait trouvés ici en France. C'était aux alentours de 2008, 2009, 2007 même. Voilà. Et donc, ces documents qui étaient en possession des descendants de Hubert Forestier. Voilà. Donc là, là, il y a beaucoup de travail, mais effectivement, on fait bien de souligner ce fait. Hein. Il faudrait d'ailleurs même que je le rajoute dans le cours, parce que ces documents qu'on a trouvés, ça permet justement de mieux comprendre, hein, comme je vous l'ai expliqué, comment Kardec travaillait. Il n'avait pas d'ordinateur, il n'avait pas de fonction de recherche, hein, comme nous, c'était tout dans la tête et dans la manière de classer les choses. Et donc là, on a vu vraiment comment… alors évidemment, les documents, ils étaient un petit peu, parce qu'il y a des dizaines de personnes là, pendant les 150 ans qui se sont passés, qui ont touillé ces documents, ils étaient certainement plus dans l'ordre où ils étaient initialement, mais c'était quand même suffisamment dans l'ordre pour qu'on puisse voir comment il procédait. Donc, il avait des dossiers sur différents sujets et où il compilait donc les communications qu'il recevait un peu de partout, comme c'est dit ici, hein, pour écrire un article dessus. Il y a par exemple aussi un dossier qu'il a fait sur le zouave Jacob. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le zouave Jacob, c'était un grand guérisseur de l'époque, hein, un militaire qui était guérisseur, et Kardec. Donc, dans ce dossier-là, il y avait plein d'articles, même un livre sur le zouave Jacob qu'il avait réuni justement pour pouvoir écrire un article sur le sujet. Voilà. Et donc, ce critère d'universalité de l'enseignement des esprits, c'est un critère qui est fondamental et qui devrait toujours encore être appliqué aujourd'hui. Hein. Vous avez beaucoup de gens qui écrivent un livre qui a été dicté par un esprit, hein, mais forcément, ça dépendra des capacités de cet esprit. Je vais citer un exemple. Vous avez peut-être vu qu'il existe des livres, maintenant quelques-uns traduits en français, d'un esprit qui s'appelle Ramatis. Hein. Et ben ça, typiquement, c'est l'opinion de Ramatis. Hein. Et donc, quand on lit ces livres, ils ne font pas toujours l'unanimité. Et puis, des fois, l'esprit Ramatis fait des affirmations qui couaquent un peu, on dirait, hein, qui ne sont pas tout à fait en phase avec ce qu'on peut voir dans Kardec ou éventuellement aussi chez Chico Xavier avec André Louis ou Emmanuel ou autre. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit, hein, tout comme plein d'autres gens qui ne sont pas forcément spirites. Voilà, mon fils s'est communiqué à moi, voilà ce qu'il m'a donné. Ça n'aura que la valeur de l'opinion du fils. Ça n'aura pas de valeur, la même force que quelque chose qui a été reçu de façon universelle, comme c'est dit ici. Voilà. Et c'est pareil quand un scientifique se prononce sur une question, il va donner son opinion à lui, mais pour se faire une idée de cette question, il vaut mieux écouter d'autres scientifiques qui auront probablement qui concorderont sur des points, sur beaucoup de points, ça c'est sûr, mais qui auront peut-être des vues un peu différentes sur d'autres points. Et c'est donc en comparant la généralité des opinions qu'on aura l'information la plus neutre et la plus objective et la plus complète, et qu'on pourra se faire une idée de qu'est-ce qui est établi, qu'est-ce qui est encore hypothétique. Et ça, mine de rien, aujourd'hui, avec les fake news et tout, c'est pareil, il ne faut surtout pas croire une publication ou un post qui vient comme ça, comme un cheveu sur la soupe, pour dire une chose ou l'autre, qui peut très bien venir même de quelqu'un qui est mal intentionné pour essayer de faire de la désinformation. Donc, il faut toujours avoir ce réflexe de trier, de comparer, pas de doute systématique. Le doute systématique n'est pas bon, c'est un extrême. Et la crédulité aveugle, c'est l'autre extrême, c'est pas bon non plus. Donc, il faut toujours se situer quelque part au milieu. Laurentia? Je me demandais justement pour Chico Xavier, alors il faut considérer ça comment, du coup, l'esprit d'André Louis, Emmanuel, etc. Eh bien, c'est pareil. Donc, vous voyez, si vous prenez, on prend Nos Solars, hein, je pense que presque tout le monde connaît Nos Solars. C'est Chico, il a reçu ça pendant la guerre, d'accord?
Donc, bon, est-ce qu'il y a vraiment des maisons? Est-ce qu'il y a vraiment des ministères? Est-ce qu'il y a vraiment des aérobus? Est-ce qu'il y a vraiment tout ce qui est décrit dans ce livre? Est-ce que tout ça, ça existe vraiment? On peut se poser la question. Hein. Donc, quand ça vient que de Chico et d'André Louis, ben, quelque part, on peut douter. On peut se dire, tiens, est-ce que Kardec, il avait parlé d'aérobus? Non, bien sûr que non, ça n'existait pas à l'époque. Il y avait encore les charrettes tirées par des chevaux. Donc, après, on regarde le livre des médiums, il y a le laboratoire du monde invisible, avec les esprits qui ont des objets, une tabatière, une pipe, et un cas qu'il étudie de façon précise. On se dit, tiens, bah oui, les esprits peuvent former des objets. S'ils peuvent former des objets, ils peuvent aussi, par l'idéoplastie, former des maisons, voire des cités complètes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Chico, il a reçu nos solars à peu près au moment de la Deuxième Guerre mondiale, au début de la Deuxième Guerre mondiale, 1939 ou 40, si je me rappelle bien. Et à la même époque, vous avez eu un médium anglais qui s'appelle Burbidge, qui a aussi reçu des communications qui décrit un peu le même genre de truc. Et ça, c'est un livre qu'on vient de terminer, donc qui a été écrit en anglais, qui a été publié après par ses descendants, parce que lui-même n'avait jamais voulu le publier, et donc qu'on a trouvé, et puis qu'on a traduit en français, et puis là, on est en train de l'imprimer. Vous pourrez, si vous êtes intéressé, vous pourrez bientôt l'acheter sur assokardec.fr. Donc, ce livre traduit en français. Et là, par contre, quand on regarde, eh ben, il décrit exactement la même chose. Il parle de maisons, il parle d'objets, il parle de plantes, il parle de tout ce qui existe dans le monde des esprits. Donc là, vous voyez, Chico a écrit ça par André Louis, mais il y a Burbidge qui a écrit ça aussi par un autre esprit en Angleterre en même temps, alors qu'ils ne se connaissaient pas. Et il existe un troisième livre du même genre qui a été écrit à la même époque et qui a été reçu en Italie. Et il y a eu encore un autre livre que je connais, il y en a certainement encore beaucoup d'autres qu'on va encore découvrir par la suite, qui a été écrit en Suisse par une autre médium qui s'appelle Béatrice Brunner. Donc là, c'était un peu plus tard dans les années 70, mais nos solars étaient à l'époque pas du tout connus en Suisse, surtout pas en langue allemande. Et puis donc cette médium-là, elle a écrit un autre livre en langue allemande où, pareil, vous avez les personnes qui sont allées dans l'au-delà qui racontent tout ce qu'ils ont vu, les maisons, des forêts, voilà, ils décrivent des choses qui sont tout à fait dans le même style que ce qu'on peut voir dans nos solars de Chico Xavier. Donc même là, vous voyez, il faut qu'on applique ce critère de l'universalité de l'enseignement des esprits, parce que si ça avait été que André Louis, vous savez qu'il existe des gens qui disent non, tout ça c'est de la fantaisie, c'est de l'imaginaire, c'est très beau, il y a un beau contenu moral, mais c'est un peu romancé, c'est un peu comme Avatar, vous voyez, des films de fiction. Et vous avez plein de gens qui doutent, qui disent que c'est pas vrai, tout ça, ça n'a pas de réalité objective. Alors que bon, quand il y en a 3 ou 4 qui disent la même chose en même temps, là, ça devient un peu plus difficile à démonter. Vous voyez? C'est pour ça que ce critère de l'universalité de l'enseignement des esprits, il est extrêmement important, surtout pour ce genre de sujet. Alors évidemment, après, vous avez, dans André Louis, il y a des trucs qui contredisent un peu Burbidge ou vice-versa. Bon, voilà, et c'est là, après, cette analyse que Kardec avait faite à l'époque, quand il a écrit les livres, qui reste encore à faire aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui est vraiment vrai et qu'est-ce qui est peut-être un petit peu extrapolé dans tous ces ouvrages. Merci. Voilà. Donc, ça vous montre comment la méthodologie utilisée par Kardec, elle reste encore valable aujourd'hui. Si vous recevez des communications médiumniques, ne les prenez pas au pied de la lettre. Bon, ça dépend de leur contenu, évidemment, mais si c'est, par exemple, sur des informations ou des enseignements, il faudra toujours les comparer avec d'autres. Et si possible, il ne faut pas que ce soit des gens qui ont lu ce que le premier a écrit et à qui ça a inspiré des choses similaires, vous voyez, parce que là, on perd justement comment dire, c'est ce que la science aujourd'hui fait avec les méthodologies en double aveugle, etc. S'il y en a un qui influence l'autre, ça perd de la force. Voyez. Alors que quand c'est reçu, si par exemple maintenant on reçoit un truc qui vient de Chine, alors qu'ils ne connaissent pas du tout, et puis bizarrement ce qu'ils ont reçu en Chine, c'est la même chose que ce que nous on a reçu, là oui, ça aura de la force. Encore qu'aujourd'hui, avec Internet, il faut se méfier, puisque l'information circule à la vitesse grand V. Mais du coup, ces informations, elles sont plutôt, du coup, pour point d'interrogation, occidentales, ou est-ce qu'il y a aussi les peuples africains,
des peuples autochtones, etc., qui pourraient dire, voilà. Mais justement, plus ça vient de cultures diverses, plus fort ce sera. Hein? Et du coup, est-ce que c'est le cas des livres de Kardec? Alors, lui, bon, il avait reçu des choses, alors pas trop de l'Orient, hein, mais de Constantinople. Il recevait des choses au moins du Moyen-Orient. Il y avait des groupes qui le suivaient en Russie. Vous voyez, donc, il l'a effectivement reçu de différentes cultures, mais ce n'est pas allé jusqu'en Orient. Et c'est pour ça que toutes ces cultures et ces religions orientales sont très, très intéressantes à étudier parce que elles doivent aussi contenir de ces informations. Et vous avez Léon Denis, par exemple, hein, dans le génie celtique, il parle des très grandes analogies qu'il y a entre ce qui a été reçu en France, hein, notamment aussi la culture celtique qui existait il y a 2000 ans et avant, par rapport à une culture qui est très, très similaire et qui existait au Japon. Donc là, il y a des travaux à faire justement pour aller creuser ces cultures, trouver les points en commun, parce que plus on trouvera de ces points en commun, plus l'enseignement sera fort. Voilà. Mais ça demande du boulot. Hein. Kardec, il a écrit l'Évangile selon le spiritisme. C'est pour ça que, bon, vous avez beaucoup de gens qui disent, ouais, le spiritisme, c'est chrétien, etc. Il n'y a qu'un tiers de la population mondiale qui est chrétienne. Que Jésus, c'est quelqu'un qui a donné des exemples merveilleux d'une morale universelle, c'est vrai. Maintenant, il faudrait écrire d'autres livres comme le Coran selon le spiritisme ou les Védas selon le spiritisme ou le bouddhisme selon le spiritisme. Pour compléter cet évangile selon le spiritisme et puis montrer justement cet aspect universel, hein, de cette morale, hein, qui est d'ailleurs, on dit que c'est une morale chrétienne, oui, parce qu'elle est conforme à la morale qu'avait déjà donnée Jésus, comme Kardec le dit, hein, c'était quand même la culture de la France. La religion catholique, c'était la religion officielle jusqu'à la Révolution française en France. Donc, 50 ans après, les gens étaient encore très imprégnés, influencés. Les médiums qui ont transmis les communications par leur éducation, les esprits eux-mêmes qui sont venus se communiquer, forcément, ils avaient cette culture. Mais le spiritisme ne doit pas s'arrêter là. Hein, le spiritisme, il a un caractère universel. Et c'est pour ça que ces livres-là, il nous manque. Il faudrait absolument, si on veut aller en Orient, il va falloir écrire ces livres, comme je l'ai dit, aller chercher. Léon Denis l'avait un peu fait, hein, dans la première partie de son livre Après la mort. Hein. Il avait vu que aime ton prochain comme toi-même, on le retrouve chez les Égyptiens, on le retrouve chez les Grecs, on le retrouve dans beaucoup de cultures anciennes et on le retrouve dans… C'est ça le travail aujourd'hui qu'il faudrait faire pour montrer l'universalité, l'existence de cette morale, de ces lois morales qui sont en fait admises pratiquement par tous. Voilà. Et voyez, on tombe encore une fois dans ce même critère d'universalité de l'enseignement des esprits. Ce que Jésus est venu dire il y a 2000 ans ici, est-ce que Krishna il a dit il y a, alors je ne sais plus combien, 2500 ans, enfin bon, en Inde, ce que Bouddha il a dit aussi dans ces périodes-là. C'est ça qu'il faudrait comparer et trouver tous les points communs, et on en trouvera, et il y en a énormément. Parce que donner au spiritisme uniquement une étiquette chrétienne, comme on le voit trop souvent au Brésil notamment, qui est un pays qui est à 99% chrétien, ici ça coince. Hein. En France, on a des spirites qui sont d'origine musulmane, hein, comme notre sœur Fatima là, de l'Institut Spirit Léon Denis de Tours. Et elle, quand elle vous parle de réincarnation, elle va chercher la sourate de la vache et vous le dire, regarde là, dans la sourate de la vache, on parle clairement de la réincarnation. Hein. Donc, on retrouve, c'est ça en fait qu'il faut, c'est là il faut aller chercher. Parce que si on dit Jésus c'est le seul, c'est le meilleur, on ne sera pas mieux accueilli qu'à l'époque des croisades, dans les 2 tiers de la population mondiale qui ne sont pas chrétiens. Voyez. Alors que le spiritisme, il a vocation à être universel. Et ça donnera d'autant plus de force à ce critère, hein, qui est de l'universalité de l'enseignement des esprits. Parce que ce soit Krishna, que ce soit Bouddha, que ce soit Mahomet, ce sont des esprits missionnaires qui viennent de la même équipe spirituelle là-haut. Hein.
à laquelle participent tous. Ils sont chacun venus en leur temps, dans la culture, dans le langage, apporter un message. Et quand on va au fond du message qui est transmis, on se rend compte que c'est absolument cohérent. Encore une fois, en faisant le ménage de tout ce qui a été transcrit, mal traduit ou trafiqué, voire modifié, adultéré par la suite, comme c'est le cas des évangiles. Il faut quand même faire un peu le ménage pour enlever toutes les scories et les cendres et puis retrouver les diamants ou les perles de cet enseignement que Jésus avait laissé. Donc ce travail-là est à faire aussi probablement pour les autres documents à la source des religions. Voilà. Après, donc Kardec continue dans la Genèse, il dit l'universalité. Donc c'est dans cette collectivité concordante de l'opinion des esprits, passée en outre au critérium de la logique qui fait la force de la doctrine spirite et en assure la perpétuité. Pour qu'elle changeât, il faudrait que l'universalité des esprits changeât d'opinion et qu'ils vinssent un jour dire le contraire de ce qu'ils ont dit. Donc là, vous voyez, c'est la logique et le bon sens, c'est Dieu qui nous les a donnés. Et donc, s'il nous les a donnés, c'est pour qu'on les utilise. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est cohérent ou pas? Et ça, c'est aussi un critère qu'il ne faut pas qu'on hésite d'utiliser. Quand on voit une communication médiumnique, est-ce qu'elle est logique? Hier, par exemple, j'en ai vu un esprit qui disait quelque chose qui n'était pas logique dans ce qu'il disait. Donc forcément, on dit, voilà, c'est le loup qui est venu, qui a montré patte blanche, mais derrière, on voyait le noir un peu plus loin du blanc. Et ça, il faut toujours, le critère de la logique, il est vraiment très, très puissant pour ça. Et c'est toujours ce filtre socratique dont je vous parlais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Et est-ce que c'est opportun? Donc, la logique fait partie du premier critère pour déterminer est-ce que c'est vrai ou pas. Voilà. Et alors, si vous avez 100 esprits qui ont dit, voilà, la réincarnation existe, on se réincarne pour évoluer, qui ont montré toute la logique et tout, comme on le voit dans la philosophie spirit, pour que d'un coup on dise, ah ben non, finalement, la réincarnation, ça n'existe plus, c'est compliqué. Il faudrait que tous ces esprits reviennent et disent, non, en fait, il n'y a pas de réincarnation, ou alors c'est autrement, etc. Voyez. Donc, c'est relativement peu probable, c'est ça qui permet à Kardec de dire, ça en assure la perpétuité. Voilà. Même si, là aussi, il faut quand même être prudent, parce que c'est la révolution scientifique qui a eu lieu au début du XXe siècle avec l'arrivée d'Einstein, la théorie de la relativité, la mécanique quantique, etc., ont bien remis en cause les lois de Newton qui ont été largement établies et qu'on utilise d'ailleurs toujours encore aujourd'hui quand on reste dans les limites qu'on connaît. Voilà, dans les limites dans lesquelles la théorie newtonienne reste valable. Voilà. Donc, même en termes de spiritisme, il faut savoir que le spiritisme, il va évoluer. On aura probablement un jour plus de détails sur la réincarnation. Voilà. Donc là, on a vu l'essentiel. Est-ce que vous avez quelques questions par rapport à ça? Donc, vous voyez, là, je vous cite Karl Popper, Imre Lakatos, Thomas Kuhn. Donc, ce sont des épistémologistes. Vous trouverez très facilement sur Internet leurs théories et tout, notamment le critère de falsifiabilité. Thomas Kuhn, c'est un peu plus contemporain, c'était déjà à la fin du XXe siècle. Lui, il parlait justement de cette théorie de révolution scientifique, que la science, elle a un corps de lois fondamentales qui a une certaine stabilité ou pas. Et à un moment donné, il commence à y avoir quelques anomalies. Il commence à y avoir des phénomènes qu'on observe et puis que ce corps, que ce paradigme, ce modèle, n'arrive pas à expliquer. Et quand ces anomalies s'accumulent, alors paf, il y a ce qu'on appelle une révolution scientifique et on change de paradigme. Et c'est exactement ce qui s'est passé du paradigme de la physique classique vers le paradigme de la physique relativiste. On a commencé à observer les photons, la déviation des rayons lumineux des étoiles par le Soleil,
et toutes des choses qui n'ont pas pu être expliquées par la mécanique classique, et c'est pour ça qu'il y a eu cette révolution de paradigme. Aujourd'hui, il y a d'autres anomalies. Hein. Vous voyez que même par rapport à la mécanique classique, on est à 90, même 95% de toute la matière ou de l'énergie, qu'on dit matière noire ou énergie noire. Donc, c'est des trucs, on dit, voilà, il y a 95%, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça existe. Donc, on ne connaît que 5% de ce qui existe. Donc, forcément, là, le modèle, il ne va plus. Il faut forcément passer un jour à un autre modèle. Et nous, on espère que cette prochaine révolution scientifique, ce sera pour admettre qu'il existe d'autres formes de matière et d'énergie que celles qu'on connaît aujourd'hui. Hein. C'est donc que la matière physique tangible, que les atomes de l'hydrogène jusqu'à l'uranium, que la matière existe aussi sous d'autres formes. Et c'est d'ailleurs ce que disent les esprits quand ils parlent du Père-Esprit. Le Père-Esprit semi-matériel, une matière éthérée ou quintessentielle, plus ou moins dense selon l'évolution de l'esprit. Donc là, on voit que effectivement, la matière existe sous d'autres formes que celle qui est connue par la physique classique et relativiste aujourd'hui. Et donc, c'est là où on aura probablement un changement de paradigme. Et qu'en plus, c'est le Père-Esprit qui permet d'expliquer tout un tas de choses, comme le phénomène de la vie, hein, l'embryogénèse. Je crois que j'en ai déjà parlé. Vous avez un ovule fécondé qui représente en gros une cellule souche qui se multiplie par 2, ensuite 4, ensuite 8, 16, etc. Donc, on connaît ce phénomène-là, mais d'un coup, ça se fait en 3 dimensions. Ça fait une tête, des bras, des doigts, les jambes, et puis ça fait du muscle, ça fait le cœur, ça fait les os. Vous voyez, donc, quand on étudie le système d'un point de vue de la loi de l'entropie, hein, le désordre qui devrait toujours aller croissant, là, on se rend compte non, que c'est l'ordre qui va croissant. C'est quelque chose qui est uniforme au départ et puis qui va se diversifier, s'enrichir. On ne peut pas l'expliquer avec la loi de l'entropie. La loi de l'entropie nous dirait l'inverse. Donc, ça veut dire que forcément, il y a quelque part une énergie qui vient de l'extérieur, qui vient d'ailleurs, qui vient du vide, si on écoute Philippe Guillemont, par exemple, hein, pour expliquer l'enrichissement et l'embryogénèse. Et c'est dans le phénomène de la vie qu'on voit d'ailleurs le mieux cette influence entre cette semi-matière, c'est-à-dire le père-esprit de l'esprit qui se réincarne, qui se lie à cet ovule fécondé dès le départ, et c'est lui qui va faire que, parce que d'autres disent oui, non, mais c'est l'influence de la mère, etc. Mais la mère, elle est du sexe féminin, et puis pourtant le bébé il peut être du sexe masculin, donc ce n'est pas la mère qui va expliquer vous voyez ce que je veux dire? Donc, la seule explication qui est vraiment plausible, c'est qu'il y a un esprit qui s'est réincarné, et donc c'est là où se produit cette influence, ce transfert d'énergie de la semi-matière vers la matière. Et donc, dans l'étude du vivant, on commence à avoir ce genre de constatations qui peuvent nous amener, du moins on l'espère, vers cette hypothèse qu'il existe de la matière sous différentes formes. Il y a un scientifique qui avait d'ailleurs écrit un peu là-dessus, c'était Régis Dutheil, hein, qui a écrit des livres sur la matière superlumineuse ou l'univers superlumineux. En partant de cette hypothèse, il était arrivé à tout un tas de conclusions qui étaient d'ailleurs très cohérentes avec les récits des personnes qui faisaient des expériences de mort imminente à l'époque. Voilà. Et qui est très cohérent aussi avec ce que les esprits nous disent, hein, notamment la notion du temps dans le monde des esprits qui est différente de celle de notre espace-temps. Alors, quand vous lisez les livres de Guillemont, hein, Philippe Guillemont, il vous dit « ça vient du vide ». Alors, au début, j'étais un peu choqué en lisant ça, mais comment ça vient du vide? Ben oui, si vous vous placez du point de vue de la matière, hein, encore une fois, on va de l'hydrogène jusqu'à l'uranium ou de l'électron jusqu'au proton, au neutron, toutes les particules, tout ce qui est connu comme étant de la matière, hein, en passant aussi par le photon de masse nulle, ben, tout ce qui est en dehors de ça, ben, c'est le vide. Et le vide, dans le vide, il y a plein de choses. Et c'est ce qu'il dit. Il y a beaucoup d'informations, il le traite surtout d'un point de vue de l'information, qui vient du vide dans le vivant, dans l'embryogénèse dont il parle spécifiquement hein, dans son livre sur le modèle de la conscience, une théorie de la conscience.
Et ce qu'il appelle vide, en fait, ben, ça peut être le monde des esprits, ça peut être le semi-matériel qui n'est pas connu comme forme de la matière. Voyez. Donc, petit à petit, alors attendez, il y a quelqu'un dans la salle d'attente. Petit à petit, la science avance quand même sur ce sujet. On espère qu'il y aura bientôt une révolution scientifique et que les scientifiques, on arrivera à cette fameuse science post-matérialiste, que la science sortira de ce dogme, enlèvera ses œillères de dire que la matière n'existe que sous la forme tangible, hein, et qui est fondamentalement faux, ou réducteur en tout cas. Ça ferait de nous des machines, voyez. Et donc, qui dit machine dit plus de responsabilité. Ah ben, c'est pas de ma faute, c'est la faute aux réactions chimiques dans le cerveau. Vous voyez, ça va loin. Hein. Et on sent bien que ça peut pas être comme ça. Michel? Oui, je trouve que cette théorie du vide, elle est très belle parce que, en fait, ça nous rappelle un petit peu les générations spontanées qui existaient avant que Pasteur ne découvre bien qu'il y avait des microbes. Ce qui veut dire que Oui. cette théorie du vide, un jour ou l'autre, bien, on va trouver ce que c'est, tout comme Pasteur a trouvé qu'avec le microscope, bien, il n'y L'infiniment avait pas petit. de Oui. génération spontanée. C'est ça. L'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est la découverte du microscope et du télescope. Parce que la découverte c'est vrai que l'infiniment petit, les microbes, c'était quand même quelque chose de fort. On se dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on arrive à survivre avec toutes ces bestioles qui sont constamment en train de, tous ces acariens et autres qui sont constamment en train de nous attaquer? Et ben, une des réactions positives, c'était l'hygiène. Il faut se laver les mains. Le choléra, à l'époque, ils avaient aussi trouvé, ben, ça vient de l'eau, donc c'est l'assainissement, etc. C'est comme ça que le monde progresse. Hein. Et puis, ben, aujourd'hui, ben, y a plein d'esprits autour de nous. Il y a des bons, des mauvais. Qu'est-ce qui attire tous ces mauvais esprits? Au début, quand vous dites ça aux gens, les gens s'effrayent. Et pourtant, ils sont là. Comme les microbes, ils étaient là aussi, alors qu'on ne savait pas. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'attirer des bons esprits? Ben, il faut avoir de bonnes pensées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éloigner les mauvais? Ben, voilà, il faut éviter les mauvaises pensées qui justement les attirent. Et c'est pour ça qu'on parle d'hygiène mentale. Hein, c'est cette hygiène mentale qu'on doit avoir si on veut être bien accompagné avec tous ces esprits qui nous entourent et qu'on ne voit pas. C'est un très beau parallèle qu'on peut faire là. Alors, le spiritisme et la science se complètent, on l'a vu. Hein. Le spiritisme n'est pas du domaine de la science. La science, si elle étudie que la matière, le spiritisme étudie autre chose. Il étudie l'esprit, la semi-matière. Donc, si la science dit ben, « moi, j'étudie que la matière ben, », forcément, le spiritisme n'est pas du domaine de la science. En espérant que la science, un jour, s'intéressera aussi à la semi-matière et à l'esprit. Hein. Donc, ce dogme matérialiste, on va en sortir. Voilà. La méthode scientifique utilisée dans les phénomènes spirites, alors le temps a passé, donc vous pourrez lire le détail, hein, donc c'est ce qu'on a vu au départ, hein, il a vraiment appliqué la méthodologie cartésienne et la méthodologie positive, il a pris le meilleur de la science et il l'a appliqué, et le moins bon de la science, qui est ce dogme matérialiste, ces œillères, ben, il ne les a pas pris. Et Kardec a fait la même chose avec les religions, hein, il a pris les perles hein, de l'enseignement moral de Jésus, qui découlent d'ailleurs de ce que disent les esprits, qui viennent le confirmer, et il a éliminé tous ces dogmes, tous ces rituels, toutes ces choses qui, en fait, ont été introduites par l'homme, hein, puisque après le passage de Jésus, lui, il n'était pas chrétien. Hein, la chrétienté s'est formée après lui. Et Jésus n'a jamais dit qu'il fallait un pape, qu'il fallait des églises, qu'il fallait une hiérarchie sacerdotale et que le pape était infaillible. Tout ça, c'est des choses qui ont été inventées par les humains derrière, hein, pour différentes raisons, mais qui n'existaient pas à la source. Donc là aussi, Kardec, il a pris le meilleur, la source, hein, ce qui est le plus solide, et il a éliminé tout le reste. Donc le spiritisme n'est pas du ressort de la science et n'est pas non plus, en quelque sorte, du ressort de la religion. Voilà. Donc là, il parle justement de ces hypothèses qui sont faites a priori ou pas. Hein. Donc lui, il s'est refusé à le faire, même si aujourd'hui, on peut le faire. Hein. Faire des hypothèses a priori pour faire des recherches, pour pouvoir démontrer si c'est vrai ou faux, le boson de Higgs par exemple, ou la planète Neptune dont j'ai parlé, c'est quelque chose qui est valable en tant que méthodologie scientifique. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? Le contrôle universel de l'enseignement des esprits. Donc ça, je crois que j'en ai parlé assez longuement. C'est vraiment fondamental. Hein. Et c'est pour ça que
les groupes doivent se causer. Quand vous, dans votre groupe, si vous avez une réunion médiumnique, vous recevez quelque chose, surtout ne le prenez pas à la lettre, comparez-le avec ce que reçoivent les autres. Hein, parce que faut bien se dire une chose. Hein. La personne qui vient et qui dit, voilà, j'ai reçu une révélation, je vais révolutionner le monde, etc. Non. Si une telle chose doit avoir lieu, ça se produira par 100 médiums différents dans 100 pays différents et de façon complètement indépendante. Personne n'aura l'exclusivité d'être le Messie, le prophète, le sauveur du monde. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vient avec ce genre d'affirmation, tout de suite, le flag, hein, le petit indicateur, le petit drapeau rouge qui se soulève en disant attention, attention. Hein. Et des faux prophètes ne manquent pas, hein, comme on le sait. Et donc, ce contrôle universel, c'est fondamental. Et ça s'applique même en dehors des communications médiumniques. Hein. Toutes ces informations qu'on nous bombarde, est-ce que c'est vrai ou pas? Et de temps en temps, on voit la quantité de fake news. Ce sont des esprits incarnés maintenant qui diffusent ça sur les différents réseaux sociaux et autres. Alors qu'avant, c'était les esprits qui se communiquaient, qui ne venaient pas présenter leur carte d'identité pour leur authenticité. Donc, il faut toujours avoir un doute raisonnable, hein, pas systématique, et comparer par rapport à ce que reçoivent les autres groupes. Morissette? Oui, je voulais dire par rapport au contrôle sur les messages et sur ce que tu disais, en fait, que le même message ou quasiment le même message, la même information était reçue quasiment dans le monde entier. C'est ce qu'on a eu avec la Covid. Oui. Alors, en fait, avec la Covid, les messages, au début, on prenait le message qu'on avait reçu, mais après, quand on commence à parler, à échanger, on voit que les contenus à peu près à la même époque étaient identiques, quoi. Alors, identiques et pas, parce qu'il y a eu des messages sur la Covid qui ont été manifestement faux. Hein. Oui, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est par rapport au fait que dans différents centres spirites, je pense, hein, enfin, à ma connaissance, après, je n'ai pas accès à toutes les informations, mais je pense que ce qui était donné était pareil, quoi. C'est-à-dire, il ne fallait pas rentrer dans la terreur, dans la peur, Voilà. c'était quelque chose de tout à fait normal et que le hasard n'existait pas. Et voilà, c'était ça. Et quand cette tuile du Covid nous est tombée sur la tête, le réflexe que moi j'ai eu, c'est on va rouvrir le livre des esprits. Paf, je suis tombé sur la question, la loi de destruction, question 737. Punaise, mais la réponse 737 jusqu'à 740, il y a toutes les réponses, tout est dit. Hein. Donc pourquoi les esprits viendraient redire un truc un bon message d'esprit à l'époque, c'est tiens, regarde donc le livre des esprits, question de temps. Là, j'aurais dit, ça c'est un bon esprit qui m'a donné ça. Mais l'autre qui dit, ah oui, ça y est, les époques sont arrivées, le blabla, etc. Et d'ailleurs, il y a eu une communication comme ça, et c'est là où on voit, hein, c'est incroyable, qui était reçue au Brésil, signée par un esprit avec un nom à connotation française, qui est absolument illustre, inconnu, qu'on trouve nulle part. Hein, donc, un esprit qui avait donné un nom qui était n'importe quoi. Et puis, cette communication, elle avait été traduite en allemand, en français, en espagnol, en anglais, diffusée dans tous les réseaux sociaux en disant au mois de juin 2019, il va se passer un truc et tout. Bon, au mois de juin, 2020, pardon, au mois de juin 2020, il ne s'est rien passé. Hein. Il y a eu un petit tremblement de terre à Athènes de magnitude 3 sur l'échelle de Richter, et puis c'est tout, quoi. Hein. Donc, vous voyez, il ne faut surtout pas, c'est des esprits qui viennent pour essayer de semer la panique à des moments comme ça ne manque pas. Il ne faut surtout pas tomber dans ces pièges-là. Fabrice? Mais nous, à peu près 6 mois avant, l'information qu'il allait avoir cette pandémie, hein, donc par les médias, on avait reçu un message comme quoi il y allait avoir énormément de départs, que ces départs, c'était aussi des choix, hein, entre guillemets, des personnes. Elles avaient fait le choix de se désincarner à ce moment-là. Et que nous, on devait surtout continuer à élever nos pensées, à rester dans la prière, dans la confiance. Voilà. Et en même temps, ça a annoncé quelque chose de difficile et de dramatique, mais en même temps, c'était un message qui nous amenait beaucoup d'espoir
et qui nous rappelait en fait l'attitude à avoir dans des situations comme ça. Voilà, donc là, on sent effectivement une cohérence, la bonté qu'il y a derrière, hein, que ce n'est pas quelque chose qui est là pour nous faire peur et pour nous déstabiliser ou nous manipuler, hein, mais que c'est quelque chose qui, est, qui nous donne, voilà, en nous disant, vous avez les moyens d'y faire face. Fabrice? Oui, pour rebondir un petit peu sur les événements actuels et éventuellement les événements à venir, il me semble que Divaldo Franco vient d'écrire un livre, là, il n'y a pas très très longtemps, qui date de décembre 2020. Alors, je ne vais pas le prononcer en portugais parce qu'il est très mauvais, mais en gros, ça veut dire sur les chemins du monde de la régénération. Tu en as Oui. entendu parler de ce livre? Oui. No Romo do Mundo de Regeneração. Oui. Désolé pour. Tu en as entendu parler de ce livre où apparemment il traite justement de ce qui arrive en ce moment et ce qui nous attend, plus ou moins. Alors, il y a un livre de Divaldo que j'ai effectivement vu, mais pas lu. Hein, je ne l'ai pas encore ici. Mais j'ai vu un extrait de ce livre où c'est soi-disant par l'esprit de Bezerra de Menezes, hein, si je me rappelle bien. Et donc, où il dit, par exemple, dans ce livre, que le virus, il vient d'une fuite d'un laboratoire à Wuhan, en Chine. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je serais Bezerra de Menezes, est-ce que j'écrirais un truc comme ça dans un bouquin? Ben, la réponse, je suis très vite arrivé à la réponse, non, surtout pas, je ne mettrai surtout pas le doigt là-dedans. Donc, à partir de là, voilà, bon, il y a peut-être de bonnes choses dans ce livre, mais moi, ça m'a un peu refroidi, hein, je ne cours pas après. Et c'est là où on voit que même Divaldo, bon, qui a quand même 95 ans, hein, c'est qu'il va avoir 95 ans cette année, et soi-disant des esprits comme Bezerra de Menezes, hein, si c'était lui, vous voyez, non, je ne prends pas, c'est pas opportun. Imaginez que ça tombe dans les pattes du gouvernement chinois, l'image du spiritisme en Chine, enfin bon, voilà. Personnellement, j'aurais jamais fait ça, jamais, jamais. Voyez. Donc, tu penses que ce livre est à prendre avec des pincettes, quoi. Exactement. Apparemment, il doit être traduit en français. J'ai entendu dire qu'il serait traduit en français, ce livre. Bah oui, 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 bah, parce que Divaldo, il a beaucoup d'admirateurs, voire des idolâtres, hein, et bon, des gens, parce qu'il faut reconnaître, il a fait des choses fantastiques, il a des très beaux livres, Divaldo, il a La Mansa du Camino, des milliers de personnes qui sont assistées tous les jours. On ne revient pas là-dessus. Ce qu'il a fait, et ce qu'il fait d'ailleurs toujours, c'est absolument remarquable. Mais Divaldo n'est pas parfait, il peut aussi se tromper, comme il le reconnaît lui-même. Et ce livre-là, je l'ai vraiment lu et relu, ce passage-là. Moi, je n'aurais pas écrit ça comme ça, c'est clair. Hein. Donc là, il y a eu un petit dérapage. Alors, est-ce que tout le reste du livre est comme ça? Je ne pense pas, j'espère que non. Mais il y a eu un couac. Donc ça, c'est les choses qui nous disent, voilà, il faut faire attention. Même ce genre d'informations qui paraissent quand même solides, il faut quand même les prendre avec discernement. Morissette? Oui. J'ai lu aussi ces extraits-là. Donc moi, j'y adhère pas du tout. Voilà, parce que il y a eu des extraits, il y a eu des messages de Bezerra de Menezes qui ont été aussi reçus par Divaldo. Donc au début de la pandémie, en fait, au début ou avant, juste avant, je ne sais plus, mais là, les messages étaient amenés encore une fois vers quelque chose de positif. Et Oui. là, ce texte-là, mais vraiment, ça fait peur. Ça Donc, contraste. pour Hein. moi, ça ne peut pas être un message de Bezerra de Menezes. Voilà. Et en médiumnité, il y a toujours quand même, chez un très bon médium, chez Chico Xavier comme chez Divaldo, je pense qu'il y a toujours aussi cette influence. On ne peut pas être médium, j'ai envie de dire, se libérer l'esprit à 100%. Il y a toujours une part du médium qui va venir un petit peu parasiter le message reçu. Donc voilà, faut toujours, ça veut dire qu'il faut toujours prendre du recul par rapport au message qu'on peut recevoir ou qu'on peut lire. Ils ne sont pas infaillibles, quoi. Et comme on l'a dit à Personne. l'instant, c'est le critère d'universalité de l'enseignement des esprits. Là, c'est l'opinion du médium Divaldo par l'esprit Bezerra de Menezes. C'est le seul qui, à ma connaissance, a écrit ça.
Donc, ça ne passe pas par le critère de l'universalité de l'enseignement des esprits, donc c'est à prendre avec pincette. Bon, encore une fois, vous voyez, il faut rester avec Kardec. Kardec nous avait tout dit, tout expliqué, voilà comment il faut procéder. Alors, Morissette, tu as toujours la main levée, tu veux peut-être... Oui, non, je vais la baisser. Alors, le suivant, ben, c'est Christophe. Que penser de Nostradamus alors? Ben oui, c'est pareil. Bon, alors, après, il y a certainement beaucoup de choses voilà. Alors, il disait les choses de façon quand même un peu imagée. Ce n'était pas toujours forcément 100% clair qu'en 2034, il y aura telle chose exactement comme ça et tout. Maintenant, après, dans les généralités qu'il a dit, c'est vrai qu'on pourra toujours reconnaître des événements qui pourront dire, tiens, ben là, pour celui-là, il a vu juste. Hein. Et Nostradamus avait peut-être effectivement des facultés de précognition, de pouvoir prévenir les choses de l'avenir. Mais encore une fois, c'est pas parce que Nostradamus a écrit quelque chose que ça va nous remplacer notre libre arbitre, notre responsabilité, qu'on va transformer en fatalité, etc. Ouais, d'autant plus que ces messages étaient rarement dans l'amour. Hein. Vous allez voir, vous allez être heureux, tout va bien se passer. Non, non, c'était que des catastrophes abominables. Voilà. Donc, mais ça fait quand même des ventes. Hein. Il y a eu beaucoup de livres de vendus. Oui. Vous ne laissez pas déstabiliser par ce genre de trucs. Absolument. Il faut les prendre à leur juste valeur, comme étant une opinion de Nostradamus. Voilà. Mais qu'il faut passer par l'universalité. Si c'est que lui qui dit ça, ben, ce sera son opinion à lui, point. C'est comme quand vous avez une conférence, le gars qui dit « moi je pense que, je pense ci, je pense ça », ben, c'est l'opinion, c'est la valeur de l'opinion du gars qui parle. Par contre, le gars qui dit ben, dans tel livre, on trouve telle chose, dans tel autre livre, on trouve telle autre chose, et qui présente les choses de manière objective et pas comme son opinion personnelle à lui, ça donnera plus de force à l'information qui est transmise. Voyez, quand, je dirais pour le... Après, ben, on parlait de Divaldo, les phénomènes d'idolâtrie. Hein, Chico a eu ses idolâtres. C'est vraiment un poison. Hein, et le pauvre Divaldo, à 95 ans, ben, il a un peu de mal à avoir la vivacité d'esprit pour pouvoir surnager de tout ça. Hein, parce que l'idolâtrie, c'est quelque chose qui est destructeur, hein, je dirais. On place la personne comme un dieu, et puis du coup, il y a une espèce de l'idolâtrie et le fanatisme, il n'y a pas beaucoup de différence derrière. Hein. Il a quand même des conseillers autour de lui déjà. Ben, il devrait, ouais. Enfin, oui, il en a. Mais vous voyez, par exemple, l'autre jour, c'était dans un congrès spirit à Goiânia, me semble-t-il, au Brésil. Il a eu une phrase un peu malheureuse où il a plus ou moins pris parti pour d'un parti politique au Brésil particulier, quoi. Là, voilà, c'est pour ça qu'on dit toujours le spiritisme devrait rester neutre et parler de questions sociétales, mais pas de questions partisanes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Ben, vous avez des gens qui s'étaient spirites du parti opposé, qui se sont réunis, qui ont écrit une lettre en disant « Bon, on admire beaucoup Divaldo, il a fait de bonnes choses et tout, mais sur ce sujet-là, il s'est planté. » Et puis, quelle a été la réaction de ces idolâtres? « Oh, ça y est, il y a les ténèbres qui sont en train d'attaquer Divaldo. » Vous voyez, il y a eu comme une espèce d'explosion. Et tout ça, c'est mal. C'est pour ça que l'idolâtrie, il faut l'éviter au maximum. Kardec, il n'était pas parfait. Ce n'était pas Dieu. Hein. Même Jésus n'était pas Dieu, même si c'était un esprit très évolué par rapport à nous. Eh ben, Chico et Divaldo, ils ne sont pas parfaits, ils peuvent se tromper. Il faut toujours avoir ça, malgré toute l'admiration qu'on a pour eux. Et moi, j'en suis toujours encore à ce que j'ai entendu d'un client hollandais dans mon parcours professionnel, où on avait effectivement fait une erreur. Et puis le client, il nous a clairement dit en disant, écoutez, on ne vous juge pas sur l'erreur que vous avez faite, on vous juge sur votre réaction que vous avez eue après avoir commis cette erreur pour la réparer. Voyez? Et donc l'essentiel, il est là, en sachant que on est dans un monde imparfait, que personne n'est parfait ici. Laurentia? Oui, ben justement, Chico Xavier, il avait donné une date limite. Oui. Mais n'empêche, je trouve qu'en termes d'énergie, il n'a pas eu faux, quoi. Malgré tout, quoi. Oui, oui. Alors, cette date limite, c'est
Moi, je doute que ça vienne vraiment de lui. Hein. C'est des gens qui ont, pareil, monté tout un truc par rapport à une communication qu'ils ont peut-être mal interprétée ou je ne sais pas quoi. Les 50 ans après le premier pied sur la Lune, hein, si je me rappelle bien. Bon. Il en parlait dans son émission Pago Fago. C'était l'émission au Brésil. Alors moi, Pinga Fogo. Ouais. Après, moi, ils m'ont dit, on m'a demandé, hein, il y avait un documentaire qui avait été fait et ils voulaient que j'aille présenter ce documentaire il y a quelques années. C'était avant, hein, c'était, je ne sais pas, en 2015 par là. Et j'ai dit, est-ce que je peux voir le documentaire avant? Et quand j'ai vu le documentaire avec des soucoupes volantes partout dans les rues, et puis donc le truc noyauté par des ufologues et j'en passe, ben, j'ai rappelé gentiment mon collègue de Lyon en disant, écoute, non, je ne viens pas, moi je ne cautionne pas ça. Et donc justement avec ce fameux date limite. Et ben, résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais plus quel jour de juillet 2000, je ne sais plus quand, 16 ou 17, ben, rien. Il n'y a vraiment rien eu. Donc là encore, ben, on reste avec Kardec. Kardec, il a écrit « Méfiez-vous de toutes les prévisions avec des dates précises, c'est généralement faux. » Eh ben voilà, c'est encore une fois CQFD. Et donc Chico, il avait parlé effectivement de quelque chose, d'une réunion dans le monde des esprits, qui était peut-être vrai, quoi. Mais après, ça a été interprété, ça a été monté en épingle par des idolâtres d'une façon qui porte tort à Chico et au spiritisme en général. C'est pour ça qu'il ne faut pas entrer dans ce genre de truc, même quand on vous dit que ça vient de Chico. Puis, on a nos frères galactiques qui sont là quand même, qui veillent sur nous, c'est fabuleux. ouais, voilà. Et puis, les soucoupes volantes dans les rues, je ne les ai toujours pas vues. Hein. Donc, vous voyez, bon. Et donc là, on parlait tout à l'heure des… Combien vous avez dit Fabrice, tu avais dit 50 000 messages. Oui. Là, ça vient de Kardec. Tu vois, il dit « Dans notre position, recevons les communications de près de 1000 centres spirites sérieux. » Donc ça, c'est lui qui l'écrit. 1000 centres spirites. 1000 centres spirites sérieux, éparpillés partout en France et dans le monde. Donc les 50 000 messages, ça tient la route. Ça pourrait, ouais. Voilà. Si chaque centre, on lui a envoyé 50 messages, il y avait peut-être 50 000 messages. Voilà. Et donc, il avait vraiment… Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui voudraient faire ça. Vous avez des projets, tiens, allez, j'appelle tous les centres spirites pour nous envoyer des documents, bon. Mais la manière dont ce genre d'initiative a été organisée, donc il y en a une là qui est en cours, qui a l'air un peu plus sérieuse hein, au niveau international. Tu parles de Convergence? Pardon? Tu parles du projet Convergence? Alors ça, c'est une effectivement qui a eu lieu en France. Ben, c'est tiens, aujourd'hui, on va poser telle question, tu vois. Et puis hop, allez, hop, tous, vous vous mettez en ordre, là, vous nous donnez des communications que vous recevez sur telle question. Ce n'est pas comme ça que ça a marché à l'époque de Kardec. Hein. Les questions, elles étaient définies par le monde des esprits en fonction des ouvrages qui étaient en cours d'établissement, etc. Et donc, les communications sont venues de façon spontanée, converger naturellement vers Allan Kardec, qui était quand même la personne de loin la plus sérieuse, la plus entreprenante. Les gens lui faisaient confiance naturellement parce qu'ils le jugeaient au travail qu'il avait fait, au livre qu'il avait écrit. C'est pour ça qu'il y a eu ce mouvement naturel de convergence vers lui et qui lui a permis de faire ce critère-là. Alors que le projet Convergence… pourquoi telle question et pas telle autre? Puis, je ne sais pas, bon, la dernière fois que je suis allé voir, il n'y avait que 5 itérations. Et j'ai l'impression que ça fait 2-3 ans qu'il ne s'est pas passé grand-chose ou pratiquement rien. Oui, il est plus ou moins suspendu. Là. Plus ou moins en sommeil, bon, voilà, parce que là aussi, il y a des gens qui suivent avec la Covid, notamment, c'est une excuse en disant, oui, les réunions médiumniques, ou c'est présentiel ou c'est pas. Et il n'y a jamais eu autant de réunions médiumniques virtuelles qu'en ce moment. Hein. Donc, la réunion médiumnique, c'est quelque part un hôpital hein, pour aider les gens, les esprits souffrants. Et c'est justement pendant la Covid, il y en a 150 000 qui sont morts en France, 5 millions dans le monde, beaucoup de veufs, de veuves, qu'on a besoin d'un hôpital. Qu'est-ce qu'on dirait de l'hôpital ferme parce qu'il y a le Covid ou les médecins ne travaillent plus parce qu'ils risquent de se contaminer? Qu'est-ce qu'on dirait? Voyez, donc, cette position qui consiste à dire qu'une réunion médiumnique est présentielle ou pas, hein, qui est une position qui est divulguée par la Fédération Spirit brésilienne dans le monde, et puis il y a beaucoup de gens qui le suivent,
elle n'est pas bonne, elle est anti-charitable. Aujourd'hui, on a des ressources technologiques et quelque part, ce serait rétrograde de ne pas vouloir les utiliser, surtout qu'on sait que la transmission de la pensée ne souffre pas des distances. La communion de pensée, elle existe indépendant des distances qui séparent les gens. Voilà. Alors, c'est sûr, il faut maîtriser un peu l'électronique, il faut avoir des connexions stables, il faut avoir un bon micro. Il y a un certain nombre de choses qui sont un peu complémentaires par rapport à une réunion médiumnique présentielle. Mais encore là aussi, il faut que ça se fasse dans le local où il n'y a pas trop de bruit autour et tout. Mais on voit que voilà, ça peut se faire vraiment sans problème. Et les esprits n'amèneront pas les cas qui sont trop difficiles et trop complexes dans ces réunions-là. Et c'est de quel autre projet que tu voulais parler, Charles, puisque je t'ai coupé? Alors, il y en a un qui existe maintenant, donc il s'appelle PEP, P-E-P-E. Alors, c'est encore en portugais. Et donc, la personne qui s'en occupe, c'est quelqu'un que je connais. Donc, c'est pareil, une direction collective. Il y a plusieurs personnes qui coordonnent sans forcément se positionner hiérarchiquement en contrôleur ou quoi que ce soit. Et donc là, il y a quand même beaucoup plus de critères méthodologiques qui sont appliqués, notamment le double aveugle, un certain nombre de choses comme ça. Et donc, je connais la personne, et puis bon, après, on peut... c'est d'ailleurs la même personne qui s'occupe, qui diffuse aussi les méthodes, parce qu'il y a eu un fascicule avec une recommandation pour les réunions médiumniques virtuelles. Et donc, il est prêt à nous faire un petit séminaire. Et donc, on va en discuter pour essayer de trouver une date au niveau du mouvement Spirit francophone. Et tous ceux qui veulent participer seront les bienvenus pour comprendre, pour suivre ses arguments. Et je pense qu'on pourra lui demander quelque chose de similaire pour le projet PEP, donc PEPE, si là aussi, il y a des groupes en France ou dans la francophonie ou ailleurs qui souhaitent y participer. Il s'appelle comment, ce monsieur? Guilherme Dias. Oui. Un Brésilien qui habite à Londres, donc il parle très bien le français, il parle très bien l'anglais aussi. Donc, voilà. Guilherme. Guilherme. Ah, Guilherme. Dias. 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 Ah, buenos dias. Voilà. Merci. Laurentia? Alors du coup, moi, je me demandais, donc du coup, est-ce qu'il y a des centres spirites partout en France? Alors, si vous allez sur le site de la Fédération Spirit française, donc c'est spiritisme.org, vous verrez qu'il y a une liste des centres. Alors, il n'y en a pas tellement, il y en a 12, une douzaine à peu près, ou un peu plus. Par contre, bon, on connaît beaucoup d'autres spirites. Il y a aussi une autre initiative qui a été prise par le mouvement Spirit francophone, où vous avez, comment ça s'appelle déjà, Morissette? Avec une carte où on voit... Ah oui, bah écoute, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le lien est sur le site de la Fédération Spirit française. Sur notre site, on le trouvera aussi. Donc, c'est un site justement qui permet de voir où sont les spirites et qui permet justement aussi quand on voit 2 ou 3 spirites isolés dans une ville où il n'y a pas de groupe spirit, de dire, tiens, on pourrait peut-être venir se rencontrer, etc. D'accord. Et ça, c'est sur le site? C'est sur les sites, oui. Donc, la Fédération Spirit française, on a un lien vers le mouvement Spirit francophone, mais vous pouvez y aller directement. C'est LMSF, le mouvement Spirit francophone.org, lmsf.org. D'accord, ok. Voilà, et là normalement, vous trouverez s'il y a des spirites près de chez vous ou pas. D'accord. Alors, vu que vous avez a priori communiqué au sujet de la Covid, est-ce que vous avez eu du coup un message global sur la fin de cette situation éventuellement? À ma connaissance, non. Je ne me souviens pas avoir vu ça. La seule chose qu'on reçoit, c'est en phase avec ces questions 737 et 740 du livre des esprits, essentiellement. C'est la fameuse loi de destruction. Il y a beaucoup de gens qui sont morts de ça, y compris d'ailleurs des spirites. Au Brésil, il y en a beaucoup de spirites très connus, sous Eli Caldas Schubert, par exemple, ou Paulo
Sergio de Niterói, hein, qui était venu en France travailler au monument d'Alan Kardec à Lyon, ben, ils sont morts de la Covid. Ben, ils sont morts de la Covid comme ils auraient pu mourir d'autre chose parce que leur mission était arrivée, quoi. Maintenant, comment ça va se finir? Ben, on ne sait pas. Là, les esprits ne se prononcent pas. En tout cas, l'utilité de cette pandémie, c'est justement ben, l'éveil des consciences, le révélateur aussi de voir qui est qui. Est-ce qu'on réagit positivement de façon fraternelle et solidaire ou est-ce qu'on réagit plutôt de manière égoïste ou égocentrique ou... Donc, ce sont ces questions générales qui ont déjà été développées dans le livre des esprits. À l'époque, évidemment, c'était le choléra, c'était les tremblements de terre, les tsunamis. Hein. Aujourd'hui, ben, la Covid, elle rentre tout à fait dans ce cadre. Et on a donné une conférence sur le sujet. Ben, ça devait être tout au début, je crois que c'était en juin 2020. Hein. Donc, si vous allez sur la chaîne YouTube, vous pourrez la trouver et puis la revisionner. D'accord. Et alors, c'est 737 et combien? Enfin, les suivants? Ben, 737 et jusqu'à 740, en gros. Hein. C'est là où vraiment la loi de destruction parle de façon générique des cataclysmes naturels, hein, dont la Covid. Et ça parle aussi ben, genre la guerre, hein, parce que les épreuves collectives peuvent être naturelles ou alors provoquées par l'homme. Voilà. Merci. Merci à vous. Morissette? Par rapport à la question donc, que Laurentia a posée sur la fin de la Covid, oui. Les esprits ne donnent pas de fin en fait. C'est un processus parce que ça fait partie de l'élévation planétaire. Donc cette élévation planétaire ne peut pas se faire simplement sur une période de 2 ou 3 ans puisque c'est les individus qui doivent changer. Voilà, donc en fait, la Covid, c'est juste pour nous dire, nous montrer qu'on doit être beaucoup plus fraternel, qu'on doit être beaucoup plus charitable et plus dans l'amour. Hein. Et il y aura d'autres moyens aussi, si on ne comprend pas ou si on est trop loin à comprendre, je pense qu'il va y avoir aussi d'autres moyens pour nous éclairer sur le pourquoi nous sommes ici sur Terre, en fait. Voilà, pour progresser et se remettre en question. Ouais. Mais il n'y a pas de fin. Et j'ai vu plusieurs témoignages de personnes qui disaient, depuis la Covid, j'ai commencé à me poser des questions, je suis tombé sur la philosophie spirit et elle m'a aidé énormément à comprendre, à changer, etc. Donc, il y a peut-être, c'est peut-être 2, 3, 4% de la population qui s'est vraiment posé des questions, qui a changé de vie, qui est sorti du brouillard, du train-train quotidien matérialiste. Et voilà à quoi ça sert. Hein, c'est 2-3% de ces personnes qui ont changé maintenant grâce à la Covid. Hein, c'est, en gros, ce que dit la question 737, c'est un événement comme la Covid, ça permet de réaliser une évolution en quelques années qui autrement aurait pris quelques siècles. Hein, c'est pour accélérer cette transition vers le monde de régénération. Parce que la mort, c'est une transformation, ce n'est pas la fin de tout. Vous voyez, avec le point de vue spiritualiste, on comprend beaucoup mieux ces choses. Et moi, je pourrais ajouter que, là encore, sans être Nostradamus, il y a d'autres bombes qu'on sait très bien qu'elles vont nous tomber sur la tête. Hein. Le réchauffement climatique, aujourd'hui, c'est écrit, c'est noir, on le voit venir gros comme une maison. On est bien tous d'accord là-dessus. Hein. Les tempêtes qui se multiplient, les inondations en Belgique ou en Allemagne, là, il y a eu encore un ouragan à La Réunion et au Madagascar. C'est gros comme une maison. Hein, il va y avoir des choses qui vont se multiplier. Il y aura des périodes, des endroits sur la Terre qui ne pourront plus être habités. Tout ce qui est autour de l'équateur comme ça, où il y a des milliards de personnes qui habitent, qui vont être obligées de changer peut-être d'ici la fin du siècle. Vous voyez, donc c'est quelques décennies. Donc ça, on le voit venir. Et donc, quand le jour, ça, comme ce sont des choses qu'on peut maintenant déjà prévoir avec les connaissances qu'on a, sans avoir besoin des esprits ou de Nostradamus ou autres, on se dit très bien que ou ça se fera dans la fraternité, dans la solidarité, ou alors ce sera le carnage. Et donc, ça, par contre, on ne sait pas encore. Est-ce que ce sera le carnage ou la fraternité? C'est ça qui dépend de nous. Et c'est à ça qu'il faut qu'on essaie de travailler
pour qu'on puisse anticiper ces choses-là le mieux possible, les ralentir en ayant des comportements plus durables et encourager cette fraternité pour que le jour où vraiment il y a des gens qui ne pourront plus vivre là où ils vivent, ben pour essayer de leur trouver des solutions sans qu'on ait besoin de guerre pour ça. Vous voyez, l'essentiel, il est là. Donc ça dépend de nous. Ce n'est pas les esprits qui vont nous dire ce sera la guerre ou ce sera la fraternité, parce que ça reviendrait à influencer notre libre arbitre. Donc si vous voyez des communications qui vous prédisent que ce sera la guerre, le carnage, ou l'inverse, pareil, prenez ça avec beaucoup de circonspection, parce qu'in fine, ça va dépendre de nous. À ce propos, Charles, peut-être que le but des guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, de la Covid maintenant, c'est de nous préparer à cette solidarité. Parce que, en effet, s'il y a des milliards de personnes qui quittent l'équateur pour remonter vers le pôle Nord, puisque c'est ça, ils remonteront vers nous, en fait, un petit peu. Oui. Eh bien, s'ils remontent, c'est sûr que si on n'est pas capable de les accueillir dans la fraternité, et si eux non plus ne sont pas capables d'être accueillis à leur tour dans la fraternité, eh bien, c'est sûr que ce sera le chaos et la fin du monde. C'est d'une évidence. Par contre, toutes ces guerres-là nous apprennent bien, à nous soutenir aussi, à nous aider, à nous entraider de façon simple et locale et proximale, en fait. C'est-à-dire qu'on s'aide les uns les autres à côté. Ben, toi, tu as besoin que j'aille te faire les courses parce que tu es malade et tu as la Covid. Ben oui, j'y vais. Voilà. Enfin, ce sont des choses toutes simples. Oui. Et c'est peut-être ça le but de ces guerres que l'on subit depuis une centaine d'années, de ces guerres soit entre nous, soit contre les maladies. Mais c'est le même genre de guerre. C'est peut-être pour nous préparer à cette, entre guillemets, fin du monde catastrophique, qui sera peut-être pas la fin du monde, mais peut-être le début d'un nouveau, si on arrive à bien faire les choses. Ça, par contre, on en est sûr. Ce monde de régénération, on va y arriver. Maintenant, ce monde de régénération, ce ne sera pas un monde avec des facilités matérielles. Si la température augmente de 2 degrés, si les forêts brûlent, s'il pleut moins, que les terrains sont secs et tout, ben, il va falloir faire à manger pour la population humaine. Il y a tout un tas de défis qui arrivent. Le pétrole, ben, on a déjà pratiquement brûlé la moitié de tout ce qui existe, donc ben, il y en aura de moins en moins. Donc là aussi, il faudra le rationner. Il y a plein de trucs qui viennent gros comme une maison, et c'est uniquement en observant ce qui se passe aujourd'hui qu'on arrive à prévoir ces choses-là avec une relative certitude. Donc forcément, ben, il faudra peut-être retourner dans les champs avec les faux pour moissonner le blé. Et moi, je suis plus tout jeune, évidemment. Je suis né 15 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pour 15 ans, retourner 15 ans en arrière, c'était donc en 2000, je ne sais pas, 7 ou 8, c'était hier. Ben, mon père, lui, mes parents, ils avaient vécu la guerre, ils m'en parlaient. Et mon grand-père, lui, il avait vécu la guerre de 14, ils m'en parlaient aussi, quand il était sur le front, dans les Flandres et tout, et qu'ils avaient... la logistique ne suivait pas, qu'ils n'avaient plus rien à manger, qu'ils mangeaient du pain rassis ou moisi, qu'ils trouvaient tout ce qu'ils trouvaient à droite, à gauche pour survivre. Ben, ils m'ont raconté tout ça. Et quand je vois, ben, pour revenir à ce que tu disais, Michel, mon père, les amis qu'il avait, il était pompier aussi à Thann, où il habitait, et ses amis qui avaient son âge, ils avaient vécu tout ça. Et il y avait entre eux une solidarité incroyable. Quand il y en a un qui faisait quelque chose, qui avait besoin d'aide, les autres, ils venaient immédiatement, spontanément pour l'aider. C'était une solidarité, une entraide qu'aujourd'hui, on ne voit plus. Et ça avait été développé, ça leur avait été, entre guillemets, inculqué par les difficultés qu'ils avaient vécues pendant la guerre. Et donc, demain, on sait très bien que c'est qu'avec ces valeurs de fraternité et de solidarité qu'on y arrivera. Ce ne sera pas avec l'égoïsme, avec les injustices, avec certains qui ont tout, d'autres qui n'ont rien, qu'on s'en sortira. Et ça touchera tout le monde. Donc, le Covid, pour moi, c'est juste un petit entraînement pour nous préparer à d'autres choses qui vont venir par la suite et qui risquent d'être peut-être encore un petit peu plus difficiles. Voilà. Alors, il est déjà 9h30, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre participation, pour toutes vos questions.
Je remercie aussi les bons esprits de nous avoir assistés et inspirés pendant ce cours. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.